Merci de m'avoir proposé de faire ce topo. Donc, je m'excuse parce que j'ai l'impression que parfois la connexion de l'hôpital sonne et en plus une soufflerie vient de se mettre en marche dans mon bureau, mais je vais essayer quand même de présenter. N'hésitez pas à m'interrompre si vous m'entendez pas bien. Donc, l'idée c'est de présenter un petit peu des thématiques autour des décisions de fin de vie en réanimation. Alors, la réanimation, quand on la voit comme ça d'un aspect extérieur, c'est d'abord une médecine scientifique et très technique, et ça l'est au quotidien. On va mettre en place des techniques et des procédures pour remplacer les organes défaillants, mais évidemment, plus on pratique, plus on se rend compte que c'est autre chose et que finalement, ces machines, elles ne servent qu'à nous donner du temps pour guérir les malades et pour les soigner. Et que ce qui est très important, et on l'a vécu au printemps et à l'automne, c'est que de garder en tête que chaque patient a un potentiel de réversibilité et à chaque fois on doit aller à sa rencontre pour le évaluer et réévaluer ce potentiel de réversibilité. La thématique finalement qu'on a, et Fabrice l'a dit, qui est de plus en plus présente au quotidien, c'est que finalement aujourd'hui, à chaque fois qu'on va à la rencontre d'un malade qui pourrait venir en réanimation ou qu'on réévalue un malade qui est en réanimation, on a cette espèce de question permanente dans notre tête qui est que si on fait pas, ben, le patient risque de mourir. Et si on fait, on risque d'obstination déraisonnable. Et donc c'est vrai que cette question, elle vient de plus en plus tôt dans les prises en charge et qu'elle est de plus en plus présente au cours des prises en charge. Alors, on parle de la fin de vie, on pourrait parler de la mort. C'est une vraie réalité puisque dernières données de 2016 montrent que 60% des patients, pardon, 60% des Français décèdent à l'hôpital. Alors souvent, les réanimateurs ont l'idée que tout le monde meurt à l'hôpital en réanimation. En fait, la majorité des patients qui meurent à l'hôpital ne meurent pas en réanimation. Mais on a quand même environ 20 à 35% des patients qui décèdent à l'hôpital qui décèdent dans nos unités de réanimation, avec des mortalités qui sont un peu variables selon les services, mais donc on voit que c'est clairement une réalité quotidienne dans nos services. Alors ce qui est un peu complexe aujourd'hui, c'est de comprendre ce que c'est que la mort en réanimation. Ça c'est juste pour planter un peu le décor avant de parler des décisions proprement dit. C'est que la mort aujourd'hui, ça devient avec l'arrivée de la réanimation, le développement de la réanimation dans les années 50, puis le prélèvement d'organes et jusqu'à aujourd'hui, ça devient quelque chose d'assez complexe. Alors, on peut imaginer que le plus simple, ce serait cette mort naturelle, c'est-à-dire pour ce qui est de notre pratique en réanimation, un arrêt cardiaque qui surviendrait de manière inattendue pendant un séjour en réanimation. Finalement, c'est une situation qui devient assez rare dans la plupart des services, cet arrêt cardiaque un peu inattendu. Aujourd'hui, on a plus affaire à une mort programmée, c'est-à-dire que le décès du patient va survenir justement après des décisions de limitation ou d'arrêt des thérapeutiques. Donc, on voit dans les dernières données de la littérature européenne que ça concerne quand même 7 à 23% des patients, et parfois plus dans certains services en fonction des recrutements, et que 90% des décisions de décision de latte avec des données qui montrent que quand on compare les données d'il y a une dizaine d'années et d'aujourd'hui, ben on a des patients de plus en plus graves pour lesquels il y a de plus en plus de décisions d'arrêt des thérapeutiques qui sont prises et donc où aujourd'hui la grande majorité des décès a lieu après ces décisions. Avec le Maastricht 3, Fabrice, on a un petit peu parlé, ça se complexifie encore puisque cette mort qui est programmée, elle peut même devenir quelque part utile puisque le prélèvement d'organes va faire une sorte de chaîne de vie où derrière des patients vont pouvoir bénéficier de greffes. Et puis il y a encore un autre type de mort, là c'est la mort encéphalique. Euh, donc là le patient est chaud, a le cœur qui bat, les poumons qui se soulèvent et pourtant il est mort. C'est une définition qui reste quand même très médicale, hein, que certains discutent. Et donc ça fait que dans ce panel-là, on doit prendre nous des décisions de fin de vie, finalement dans une réalité de la mort qui est très complexe. Alors, l'évolution, c'est que bah, on est passé d'un biopouvoir un peu sur la mort, c'est-à-dire que au début de la réanimation, bah, voilà, on avait fait le pari qu'on pouvait réverser la mort et on y est quand même globalement arrivé avec les progrès en particulier techniques, puis la définition de la mort encéphalique. Et finalement, aujourd'hui, c'est les limitations, les décisions de fin de vie, elles sont venues réintroduire la mort dans les services de réanimation et finalement réparer un peu une situation créée par la réanimation où on s'était aperçu que peut-être on avait
entretenu la vie chez des patients pour lesquels on n'avait pas vraiment de projet de soins. Et donc, c'est décidé de mis en place des techniques et avoir fait le pari de réverser la mort, de venir réintroduire un processus naturel. Alors, il y avait eu un topo à Paris 5 il y a quelques années dont le titre m'avait marqué et je le remets là. C'est finalement, est-ce que l'avenir de la réanimation, c'est pas les soins palliatifs? Alors, c'est juste pour amener à penser, mais je trouvais que c'était intéressant. Et puis, aujourd'hui, avec le Maastricht 3, est-ce que l'avenir des soins palliatifs, c'est pas le prélèvement d'organes? Et donc, on voit qu'aujourd'hui, ces décisions de fin de vie se prennent dans un contexte très complexe. Alors, souvent, quand on parle de décision et quand on fait des procédures collégiales, parfois on entend dire ah là là, mais il y a tellement d'incertitudes. Alors, c'est dans la décision médicale, en fait, il faut plutôt se dire que s'il n'y avait pas d'incertitude, il n'y aurait pas de décision à prendre. Le patient qui est en fin de vie en syndrome de défaillance multiviscérale réfractaire à tous les traitements de réanimation, finalement, il n'y a pas de décision à prendre. C'est l'impasse et l'échec des traitements. Et c'est parce qu'il y a des incertitudes qu'on a des décisions à prendre. Ce qui est compliqué parfois, je trouve, c'est que pour prendre ces décisions, on doit osciller entre des critères médicaux et qui sont liés aussi aux soins et donc comment est le patient, comment il supporte les soins, quels sont ses facteurs pronostiques, quel est son confort physique, psychique pendant son séjour en réanimation. Il y a la loi avec le législateur qui représente le citoyen, qui met un peu un cadre et on va en parler juste après. Souvent, avec la loi Claes-Leonetti, on a tendance à croire que ce qui est dit dans la loi, c'est l'éthique. Alors, on a l'impression que si on respecte la loi, on respecte l'éthique. Et pourtant, l'éthique, c'est au contraire, devant chaque situation singulière, essayer de se re-questionner sur ce que dit la loi. Et parfois, je trouve que c'est difficile au quotidien de faire la différence entre je respecte la loi, donc je suis éthique. C'est pas forcément vrai dans des situations complexes où on aimerait pouvoir contourner un petit peu la loi parce elle ne sert pas la situation singulière à laquelle on a à faire face. Et puis il y a la déontologie qui rejoint un peu la loi et qui aujourd'hui dans le code de santé publique se confond un peu avec la loi. Alors, je pense que ce que je vais dire maintenant, ça va sûrement se répéter un petit peu dans le topo suivant. Euh, mais là, c'est plus pour vous dire comment, en particulier quand on en parle au comité éthique de la SFAR, on peut, sur chaque élément de cette loi, justement, ramener un questionnement éthique. Et finalement, la loi, elle va donner le cadre dans lequel il faut qu'on pense. Mais encore une fois, il faut à chaque situation se questionner sur chacun des items de la loi. Donc je vais pas revenir sur l'historique de la loi, mais globalement ça part de la loi 2002 qui était vraiment la loi sur l'autonomie et donc les droits des patients. Il y a eu la première loi Leonetti et la deuxième loi Leonetti. Finalement, les nouveautés importantes de la deuxième loi Leonetti, c'est les directives anticipées qui deviennent opposables et la sédation profonde et continue. Mais là, dans la présentation, on va regrouper tous ces éléments pour les aborder un par un. Voilà, je vous ai mis ça juste pour avoir les articles de référence. Parce que moi, je trouve que c'est pas mal de repartir du texte de la loi parce que on voit aussi, par exemple, quand on discute avec les juristes, qu'il y a la loi, l'esprit de la loi, et donc il faut toujours repartir un peu des formulations des textes. Donc les cinq items principaux de cette loi, c'est le refus de l'obstination déraisonnable, le respect des volontés de la personne, la sédation profonde et continue, maintenu jusqu'au décès, la procédure collégiale, et puis le droit à une fin de vie digne, au soulagement de la douleur. Donc on va juste revenir sur chacun de ces points pour voir comment ils sont définis dans la loi et comment on peut les interroger. Alors le refus de l'obstination déraisonnable, donc dans la loi, c'est défini par des actes. Donc c'est bien, au moins on a une définition, même si elle est imparfaite. C'est des actes qui sont inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Alors je pense qu'on peut être content qu'il y ait un cadre, mais une fois qu'il y a ce cadre, comment on va établir au quotidien ce seuil à partir du moment, le seuil à partir duquel les soins va basculer dans l'obstination déraisonnable. Finalement, qu'est-ce que c'est que l'obstination? Alors si on regarde, et parfois on voit ça dans les procédures collégiales, on voit quelqu'un qui s'attache un peu à ses idées, même s'il y a des difficultés, il reste sur la première idée qu'il avait. Ça, c'est s'obstiner.
Et parfois, on peut observer dans les procédures collégiales quelqu'un comme ça qui s'obstine sur sa première idée. Inutile et disproportionné, c'est un peu difficile à définir. Donc là, je vous ai mis des définitions, mais on peut les rediscuter. Mais c'est pas mal au moins de se souvenir de ces mots, parce que dans les discussions, voilà, redire est-ce que c'est inutile, est-ce que c'est pas inutile, est-ce que c'est disproportionné, est-ce que c'est pas disproportionné, ça peut nous aider à décider. Et puis, il faudrait arrêter ou limiter des thérapeutiques qui n'ont pas d'autre objectif que le maintien artificiel de la vie. Et là, c'est aussi compliqué parce que de quelle vie parle le législateur? Est-ce qu'il parle seulement de la vie biologique et donc un cœur qui bat, un poumon qui respire, et une circulation qui circule? Ou est-ce que, évidemment, on pense que ça va bien au-delà et qu'il y a il y a la vie biologique, il y a la vie de relation, il y a la vie sociale, il y a la vie avec les autres? Euh, il y a la durée de la vie et puis la qualité de la vie. Et donc, le maintien artificiel de la vie, c'est aussi à questionner parce que la vie, évidemment, c'est compliqué à définir. Pour définir ce seuil, quels critères on prendrait? Alors, ce dont on est sûr, c'est que, et on l'a vu avec la Covid, évidemment, on ne peut pas se fixer sur un seul critère. Donc, c'est vraiment un ensemble de critères qu'il faut prendre en compte. Et puis, est-ce que ces critères doivent être que médicaux? Moi, j'aime bien souvent notre collègue juriste à l'ASFAR, elle nous rappelle que quand les juges, ils ont sur leur bureau des dossiers et qu'ils doivent définir le seuil de l'obstination déraisonnable, et ben, il y a la définition de l'équipe de soins, c'est-à-dire comment l'équipe de soins a géré ça. Et puis, il y a les définitions pour les proches aussi. Qu'est-ce qui, pour les proches, par rapport à ce qu'est le patient, est l'obstination déraisonnable. Donc, c'est pas forcément que des critères médicaux. Et puis, c'est pas forcément que les soignants qui définissent le seuil. Le patient, évidemment, doit pouvoir le définir quand il est capable de s'exprimer. Et puis, on le verra, quand il n'est pas capable de s'exprimer, ses proches, ses directives anticipées, sa personne de confiance ont aussi un rôle essentiel à jouer pour définir ce seuil. Et donc, c'est pas qu'une affaire d'experts. Deuxième chose qui est importante dans ce cadre législatif, c'est de respecter les volontés de la personne. Alors, le plus simple, c'est quand le patient est en état d'exprimer ses volontés, qui est une situation finalement assez rare en réanimation. Là, pour le coup, ça devrait être simple puisque c'est la personne, on devrait lui proposer un traitement ou un projet de soin en fonction des données de la science quelque part, et puis il accepte ou il accepte pas après une information qui est claire. Je vais passer sur cette situation parce que finalement elle est assez rare. Nous, on a plutôt affaire à des patients qui sont hors d'état d'exprimer leur volonté, et là très clairement, on le verra, mais sauf urgence, on doit absolument aller chercher quelles étaient les volontés, et puis là, donc il y a différents dispositifs qui sont mis en place, les directives anticipées, la personne de confiance et les proches. Et on va voir il y a une petite hiérarchie dans, dans cette façon d'envisager la recherche des volontés, avec d'abord les directives anticipées, puis la personne de confiance, puis les proches, mais que finalement, même si la loi fait un peu une hiérarchie, en pratique, dans les situations où on va avoir une discordance entre des directives anticipées, la situation du malade, ce que disent les proches, c'est évidemment beaucoup plus complexe de décider. Alors les directives anticipées, ce qu'on, si on lit la loi, hein, je ne lis pas tout parce que c'est juste pour que vous ayez les textes et qu'on reparte de ça, mais ce qui me semble important, c'est que les directives anticipées dans la loi, c'est pas pour tout en fait. Les directives anticipées, c'est pour sa fin de vie. Et ça, je trouve que moi, au début, j'avais pas cette notion-là. Je pensais que ça pouvait être des directives anticipées pour tout, mais c'est des directives anticipées pour un moment où le patient est à la fin de sa vie. Euh, donc, on vous en parlera sûrement dans le topo suivant, mais il y a différentes manières de formaliser ces directives anticipées. Nous, ce qu'on doit faire surtout, c'est les rechercher, c'est-à-dire appeler en pratique le médecin traitant, le cardiologue, la famille, et leur poser la question de savoir s'il y a des directives anticipées. Alors, le législateur a quand même prévu deux exceptions au respect des directives anticipées. C'est en cas d'urgence vitale. Alors, déjà, on peut le comprendre parce qu'en cas d'urgence vitale, c'est toujours difficile d'évaluer la situation. Et surtout, en général, en cas d'urgence vitale, c'est des moments où on n'a pas les directives anticipées. Et puis, il a prévu autre chose, c'est on pourrait ne pas respecter les directives anticipées d'un patient si ces directives anticipées, elles apparaissent inappropriées. Et là, encore une fois, on voit que c'est compliqué de définir ce que ça veut dire inapproprié. La deuxième, la deuxième manière de rechercher, c'est la personne de confiance. Donc là, c'est pareil, je vous ai mis le texte de loi, mais globalement, c'est quelqu'un qu'on peut désigner
par écrit, mais qui peut être révocable à tout moment. Et là, pour le coup, la personne de confiance, dans la loi en tout cas, elle se circonscrit pas à la situation de fin de vie. Là, c'est pour exprimer les volontés d'un patient et son témoignage va prévaloir sur les proches. Et donc, officiellement, légalement, si on avait par exemple dans la famille deux proches qui ne sont pas d'accord et qu'il y en a un qui est la personne de confiance et l'autre qui n'est pas la personne de confiance, on devrait faire prévaloir le témoignage de la personne de confiance. Et là, encore une fois, on a des situations singulières où ça va être compliqué de hiérarchiser ça. Donc finalement, que ce soit par les directives anticipées ou que ce soit par le témoignage qu'on aurait apporté à sa personne de confiance, il y a plein de questions qui vont se poser. Est-ce que ce qu'on dit ou est-ce que ce qu'on décide quand on est en bonne santé et qu'on décide de réfléchir à sa fin de vie, est-ce que ça va être valable le jour où on va être malade? Est-ce qu'on va avoir les mêmes positions? Et donc, est-ce qu'elles vont être stables dans le temps en fonction de son état de santé? Est-ce que c'est vraiment possible euh, en tout cas pour tout le monde, en toute liberté, de dire à un de ses proches, tu es ma personne de confiance et sans filtre de pouvoir lui exprimer absolument tout ce qu'on souhaite pour sa fin de vie? Est-ce que les directives de la loi qu'il y a sur les directives anticipées, c'est-à-dire les situations d'urgence et le caractère inapproprié, c'est pas un retour du cas pratique, je trouve que souvent, le premier réflexe des équipes de soins, ça va être de remettre un peu en cause les directives anticipées en disant ah, mais oui, mais il avait fait ces directives anticipées pour son cancer et là, il a un choc septique, donc ça n'a rien à voir. Donc, ces directives anticipées sont inappropriées. Donc, faut faire attention à ce que à ce que cette exception dans la loi, elle ne serve pas à systématiquement en fait remettre en cause les directives du patient. On sait bien quand même que les patients qui sont allés jusqu'à écrire des directives anticipées, c'est quand même qu'ils ont eu une réflexion assez approfondie sur ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils ne souhaitent pas. Il y a un néphrologue qui m'a dit ça un jour et ça me parle assez. Il dit, est-ce que c'est vraiment des directives anticipées? Vous verrez, il y a des modèles sur Internet où on peut cocher des cases, je veux être intubé, je veux être hémiplégique, oui, non. Ça semble très très complexe à faire. Et est-ce que finalement, il ne faudrait pas privilégier des discussions anticipées qui permettraient d'avoir une vision un peu plus nuancée des choses, par exemple avec son médecin traitant, et qui permettrait, quand les patients sont en fin de vie et en particulier en réanimation, d'avoir une analyse un peu plus fine du témoignage de la personne, que ce soit une discussion anticipée qu'il ait eue avec son médecin traitant, avec un autre soignant ou un de ses proches. Et puis cette personne de confiance, est-ce que c'est vraiment possible aussi pour tout le monde? Évidemment, il y a pas de règle, mais est-ce que c'est possible pour tout le monde, au moment où on est en train de risquer de perdre son proche, de témoigner de ce qu'il avait dit, si à ce moment-là, ça rentre en conflit avec ce que nous, on souhaite? Si par exemple, on est incapable d'envisager la perte de son proche, et donc la personne de confiance aussi, ça peut poser question. Sur la sédation profonde et continue, il y a aussi des questions à se poser. Donc ça, c'est une nouvelle, un nouveau cadre qui est lié à la loi de 2016. Alors la sédation profonde et continue, je vais passer vite pour avancer le cadre purement législatif, mais globalement, on va prendre la sédation profonde et continue chez le patient qui est hors d'état d'exprimer sa volonté. On aurait pu discuter à la demande du patient, mais en fait, à la demande du patient, des patients en réanimation qui demandent une sédation profonde et continue, c'est une situation qui est assez rare. Donc, qu'est-ce que dit la loi sur la sédation profonde et continue quand c'est chez un patient qui est hors d'état d'exprimer sa volonté? Elle dit ceci, elle dit, lorsque le médecin arrête un traitement de maintien au titre du refus de l'obstination déraisonnable, donc en gros, quand on a pris une décision d'arrêt des thérapeutiques, alors j'ai oublié de le mettre, mais la loi, elle dit, le médecin met en œuvre une sédation profonde et continue. Alors, quand il y a écrit le médecin met en œuvre, pour les juristes, met en œuvre, c'est de l'indicatif, ça veut dire, c'est pas le médecin peut mettre en œuvre, pourrait mettre en œuvre, discute de mettre en œuvre. Pour le juriste, c'est le médecin doit mettre en œuvre. Donc, dans la loi, si on décide d'arrêter un traitement, on doit, c'est un droit du malade en fait, c'est pas décrit dans la loi comme une possibilité offerte aux équipes de soins de mettre en place ce traitement. Il faut voir ça plutôt comme un droit des patients qui sont en fin de vie, chez qui on décide d'un arrêt des traitements, bah, ils ont droit à ça.
ce qui est intéressant, c'est que cette sédation, comment elle est définie? Donc, c'est une sédation qui est profonde, qui est continue et qui provoque une altération de la conscience. Alors, profonde, ça veut dire que profonde et altération de la conscience, ça veut dire qu'en fait, c'est pas une sédation dont l'objectif premier est de soulager la souffrance. L'objectif premier, en fait, dans la loi, c'est de provoquer un coma, altération de la conscience. Donc, c'est bien de provoquer un coma profond, c'est-à-dire si on se base sur le score de race, par exemple, c'est un score de race au minimum. Et donc un patient qui serait sédaté, aréactif, même à la stimulation. Alors l'objectif secondaire, c'est évidemment pour soulager une souffrance réelle ou potentielle, mais encore une fois, la loi, elle dit que quand on met en place une sédation profonde qui altère la conscience, eh ben, on doit, quand on examine le malade, avoir un coma profond. Une fois qu'on l'a mis en place, elle est continue et elle est maintenue jusqu'au décès du patient. La loi dit aussi que quand on met en place cette sédation après une décision d'arrêt thérapeutique, ben, on doit tout arrêter, les traitements de maintien artificiel en vie, en particulier l'hydratation et la nutrition. Et ce qu'a rajouté le code de déontologie qui n'était pas dans la loi, c'est que chez les patients, par exemple, neurolésés, chez qui on estime que le degré de conscience et de souffrance est difficile à évaluer, ben, chez ces patients-là aussi, il faut mettre en place cette sédation profonde. Alors, ça pose question quand on en discute en particulier avec les médecins de soins palliatifs qui ont une culture qui est différente de la nôtre, euh, entre l'objectif de sédater le patient dans une altération de la conscience et d'un coma versus des sédations qu'on appelle proportionnées, c'est-à-dire des sédations sur lesquelles on va évaluer le niveau de confort physique, psychologique du patient, eh ben, il y a une discussion qui doit se faire, puisque quelque part c'est décidé que le législateur a décidé que finalement, dans ces situations-là, bien mourir, c'est mourir en dormant profondément. Et c'est remis en cause par beaucoup de médecins de soins palliatifs. Et je pense qu'il faut entendre le débat. Et sur les autres critères de la sédation, j'en ai déjà parlé, mais c'est quand même voilà, les deux éléments pour me résumer, c'est vraiment cette idée que c'est un droit des patients et pas une possibilité offerte aux médecins. Et ça, je pense il faut le respecter parce que cette loi, elle est quand même venue aussi de la campagne présidentielle de Hollande qui avait promis ce droit à mourir et qui pensait même que le législateur irait plus loin. Et donc, c'est une demande sociétale à laquelle je pense qu'il faut qu'on réponde. En revanche, il faut continuer à s'interroger sur nos pratiques. Vous retrouverez dans les guides qui ont été faits par la HAS la différence entre la sédation profonde et continue et l'euthanasie. Hein, l'intention est bien différente. Dans la sédation profonde et continue, ben, on endort profondément le patient. Dans l'euthanasie, on injecte un médicament pour deux pratiques très, très différentes. Et sur les items là qui sont faits par la HS, qui sont, je trouve, assez clairs, ça permet, quand on a des questionnements des familles, de bien communiquer sur la différence entre qu'est-ce que c'est que cette sédation qu'on va mettre en place versus une intentionnalité différente qui serait de provoquer la mort du patient. Enfin, pour finir, la procédure collégiale en 3 minutes, je vais essayer. Donc, la procédure collégiale, elle a été définie plutôt dans le code de déontologie parce que dans la loi, c'est dit à chaque fois qu'elle est définie par voie réglementaire. Alors, officiellement, légalement, cette procédure collégiale, elle doit avoir lieu dans 3 situations. Quand un patient ne peut pas s'exprimer et qu'on veut limiter ou arrêter les thérapeutiques au titre du refus d'obstination déraisonnable. Quand on veut mettre une sédation profonde, que ce soit chez un patient qui peut s'exprimer ou chez un patient qui ne peut pas s'exprimer, on doit vérifier que les critères légaux, quelque part, pour mettre en place cette sédation sont respectés. Et puis, troisième situation, c'est si on décide de ne pas respecter les directives anticipées d'un patient, on doit faire cette procédure collégiale. Alors, elle a un cadre, je vais avancer, elle a un cadre où globalement, il faut d'abord rechercher les volontés du patient, on en a déjà parlé. La deuxième chose, c'est qu'il y a une concertation avec les membres de l'équipe de soins. Et là, c'est pareil, on en discute souvent. Une concertation, ça veut dire qu'on discute de manière collégiale, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un consensus. Ça veut dire qu'on va discuter tous ensemble. Il n'y a pas nécessité de 100% de consensus. Il faut viser le consensus, mais il faut surtout faire la collégialité. C'est ça, en tout cas, l'esprit.
L'équipe de soins, c'est difficile à définir, surtout dans les équipes de réanimation où finalement on tourne beaucoup et donc parfois on est amené à appliquer des décisions de limitation d'arrêt thérapeutiques sans avoir pris part à la discussion, ce qui est un peu compliqué. On doit appeler au moins un médecin en qualité de consultant et ça c'est compliqué parce que on ne sait pas très bien et on hésite entre appeler un expert qui va nous finalement regarde les commentaires Beaucoup en tout cas Mathieu pour ce topo. Malheureusement, on est un petit peu coupé sur la fin de ta présentation par des problèmes, je pense, de connexion que tu nous avais annoncé tout à l'heure. Donc, merci beaucoup pour cette présentation très claire, extrêmement didactique, qui répondra, je pense, à de nombreux questionnements de la part des professionnels effectivement qui exercent en réanimation et qui sont confrontés à ces situations de prise de décision